puissent gagner le maximum possible. Et c'est possible. Et cela est possible aujourd'hui. C'est ça qui doit être notre mission. Les jeunes, tu ne feras rien, tu ne vas rien miroiter devant leurs yeux s'ils ne voient pas le concret. Un agriculteur qui se paye une voiture, qui va dans une villa, le jeune, il voit ça, il aura envie de rester. Mais aucun discours ou bien quoi qu'on fasse, moi je le dis toujours, on dit que qu'est-ce qu'il fait? On dit qu'il ne fait rien, mais c'est un producteur. Je dis quelqu'un qui nourrit tout un pays, quand on dit qu'il ne fait rien, on n'a pas dit la vérité. C'est un discours que je tiens toujours, mais ce n'est pas suffisant. Il faut que les gens aient une façon de gérer l'exploitation, une façon de gérer les revenus de façon plus moderne. Et dans la tradition, nous avons des valeurs sûres que je ne lâcherai pour rien au monde. Mais nous avons aussi des vrais facteurs de blocage pour le développement. Il faut les lâcher et aller dans la gestion de l'exploitation de façon moderne. Et je pense que c'est là qu'on pourrait faire en sorte que les plus-values, ça soit des richesses pour les producteurs et qu'ils puissent gagner beaucoup plus. Sans quoi l'agriculture, ça rapporte en Afrique, malgré les taux d'intérêt exorbitants qui arrivent à financer les banques ici au nord. Ah, merci. Alors, sur les filières, M. Ganamé veut réagir, et ensuite nous redonnerons la parole. Sur les filières, je dirais, ça ne vient pas même de nos États. Parce qu'au début, au NAM, nous avons dit non. Nous avons dit non, parce que d'abord, nous savons tous, peut-être nous sommes dans une zone dégradée et les paysans n'ont pas de grandes superficies. Et nous avons dit qu'actuellement, nous n'avons pas de paysans bien formés pour agir dans les filières. Bon. Mais quand nous menons le combat, nous sommes arrivés au ministère, c'est là que nous avons su que ce n'est même pas la compétence du ministre. Et les filières, c'est bien choisi. Soit tu fais filière coton pour avoir les intrants et le financement, soit tu fais filière sésame pour avoir le financement, soit tu fais filière oignon pour avoir le financement. Si tu fais filière tomate, tu n'as pas de financement. Donc, les filières sont choisies. Si tu veux de l'argent, tu fais ça. Ah, si tu ne veux pas l'argent, notre argent, tu restes ce que tu es, mais nous, on ne peut pas te soutenir. Donc, les filières n'est pas venu même de nos États. C'est comme le monsieur disait ce matin. Effectivement, nous avons demandé au ministre, prouve-nous un paysan qui est dans la filière, que c'est cette filière-là qui prend en charge de son exploitation familiale. Il n'y en a pas. On part, c'est le même paysan. Il fait le coton, il fait le commerce, il fait l'élevage, il fait céréales, il fait tout. Donc, mais il dit, ben, nous, on ne peut rien. C'est comme ça. Et c'est comme ça. Et nous avons dit clairement que nous ne sommes pas les partants. Et jusqu'à présent, quand des gens parlent du problème de filière, nous suivons. On ne peut rien dire, mais là où nous avons l'occasion de dire non, on le dit. Et aujourd'hui, eux-mêmes sont en train de voir qu'il faut laisser l'agriculture, le paysan de s'évoluer et ne pas l'imposer des systèmes que ceux qui imposent le système même ne maîtrisent pas le système, n'en parlent pas le paysan. Merci. Merci. Je suis resté à côté de... Merci beaucoup. Ce n'est pas pour revenir sur
production et filière, c'est plutôt par rapport à l'intervention de monsieur le représentant de l'AFD. Je pense que je voudrais abonder dans le même sens. Je pense qu'il y a toute une dimension communicationnelle qu'il faudra vraiment prendre en charge au niveau des OP. Je ne vous apprends rien. Je sais qu'au niveau des radios, des télévisions ou de certains moyens de communication également, il y a cette image du producteur, du paysan qu'il faudra voir comment changer. On a parlé de rôle modèle, mais à mon avis, je pense que c'est plutôt l'attractivité des zones rurales. Je pense que c'est la problématique de l'attractivité des zones rurales qu'il faut poser. C'est vrai, l'installation des jeunes, c'est vrai une affaire des OP, mais pas seulement des OP, comme il l'a dit, la communauté, le gouvernement, etc. L'électrification, tout ce qui est énergie, moyens de communication, accessibilité, etc. Ça, je pense que c'est important. On a des rôles modèles, on en trouve partout des rôles modèles. Le problème, je pense, ce n'est plus la question des rôles modèles, c'est comment rendre les zones rurales beaucoup plus attractives pour attirer les jeunes. L'autre élément, c'est par rapport à les fixer. Une fois qu'ils sont là, monsieur l'a dit, l'agriculture nourrit son homme, mais réellement qui? Est-ce que c'est la masse critique des producteurs qui s'enrichissent la masse critique qui s'enrichit? On voit que c'est une catégorie. Bon, maintenant, l'enjeu, le défi majeur, c'est de voir comment démocratiser cet enrichissement-là. Le deuxième problème, c'est également l'attractivité des OPA. Je pense qu'on reviendra là-dessus tout à l'heure. Il y a énormément de jeunes qui s'investissent dans l'agriculture, mais qui ne sont pas membres des OP. Ça, je pense que si le terrain est là pour nous le dire. Maintenant, comment faire face à ce défi-là, quand on sait qu'au niveau des OP, il y a un problème de renouvellement, c'est toujours les mêmes qu'on retrouve. Je n'ai rien contre les personnes du troisième âge, mais je pense que c'est une question également qu'il faut évoquer. Le troisième point, je pense qu'il y a l'approche, la typologie. On n'a pas le même profil de jeunes dans les organisations de producteurs. Je prends le cas du CNCR, par exemple, où on a dans le collège des jeunes diplômés, Bac plus 5. On a également des jeunes producteurs qui ont un niveau d'instruction moyen, d'autres qui sont analphabètes ou bien qui savent à peine lire et écrire. Je pense que par rapport à la typologie qui se fera, c'est voir à quel type de solution, quel type de service, quel type de réponse il faut apporter par rapport à chaque profil de jeunes. Je pense que ça également, c'est important. Merci beaucoup. Merci Khadija. Peut-être prendre les deux dernières questions et redonner la parole aux contributeurs. Il y avait M. Martin et après Pierre Blaise. Madame, je ne suis pas de l'AFD, je suis du SEC. Non, c'est de M. Fusilier qu'il était question. Ouais. Non, c'est écrit sur la liste AFD devant mon nom. Ah, oh là, mon Dieu, honte sur nous. Futur poste alors. Oui, j'avais juste une question pour les OP. On a beaucoup parlé de sécurisation du foncier et du problème lié à l'accès au foncier. Mais on a peu parlé de la sécurisation de l'accès à la ressource en eau. Et je voulais savoir si, étant donné qu'on est dans un monde qui est en train de préparer une belle guerre de l'eau, savoir si les OP travaillent dans ce sens, s'il y a des structures collectives qui se sont mises en place à travers elles pour gérer cette ressource et ne pas la laisser à des mains un peu délictuelles. Merci Martin. Il y avait Gauthier, Pierre Blaise. Ok, merci. Je voudrais aller dans le sens de mon jeune petit frère sénégalais là. Je crois que nous sommes tous des êtres rationnels. Je fais cette introduction. Et en matière d'éducation, chacun de nous calcule consciemment ou inconsciemment le taux de rendement interne. Quand il s'engage, il se dit, si je mets mon capital humain ici, en regardant le nombre d'années de vie que j'ai devant, je gagnerai quoi? Consciemment ou inconsciemment, nous sommes tous dans ce calcul. Alors, il ne faut pas qu'on prenne le métier d'agriculture comme un métier à part où on ne calcule pas le taux de rendement interne. Parce que ce qui se passe, c'est que nous risquons de virer vers des appâts pour travailler sur l'attractivité du métier
on met des hameçons, on met les appâts et on jette pour que l'enfant, le jeune vienne mordre. Alors, j'ai été assez flatté par ce qu'il a une bonne causerie avec moi qu'on va faire. Mais je me rends compte que l'ensemble de ce qu'il a dit, c'est des appâts. C'est-à-dire qu'on te jette, viens mordre, avec des conditions pour que tu viennes mordre. Je crois qu'il faut un travail à l'amont pour démontrer que, comme il l'a dit, choisir le métier d'agriculteur te permet de faire ta vie. Ne prenons pas les appâts comme le moyen pour améliorer l'attractivité du métier. Mais donnons un contenu au métier qui permet à un jeune de calculer le taux de rentabilité interne de ce métier. Donc il y a un travail à l'amont et qui semble même nous échapper. Tout le monde est dans les moyens comme appât. Mais à l'amont, qu'est-ce qu'on fait pour donner? Et il a dit, si un jeune voit quelqu'un qui vit de l'agriculture dans son environnement, il va se dire, mais tiens, ce truc peut rembourser l'énergie que je m'y mettrai. Mais si il ne voit pas ça, il le met de côté, consciemment ou inconsciemment. Et il a dit justement, il va comparer, parce que celui qui est allé en Europe et a pris le risque, a aussi calculé son taux de rendement interne. Et d'ailleurs, il a pris un temps, 2 ans. Il dit, après 2 ans, donc lui, circuit court, 2 ans après, il construit sa maison. Mais même celui qui veut aller en agriculture fait exactement le même cheminement. Et j'ai comme l'impression que autant dans notre système éducatif classique que dans la formation professionnelle, on a trop peu travaillé en amont sur le taux de rendement interne de ces métiers. Et je crois que si on ne le fait pas, on peut amener tout en milieu rural. Comme mon voisin de gauche l'a dit, si c'est des appâts, ils ne viendront pas. On peut mettre le système bancaire en place pour faciliter, mais si c'est des appâts sans regarder le taux, ils ne viendront pas prendre les crédits. Il y a bel et bien un travail et une réflexion que nous tous nous devons faire à l'amont pour donner un sens. Parce qu'il y a agriculture métier et il y a agriculture mode de vie. Quand on élaborait à FOP, je me rappelle une dame au SAD CD2 dit, mais Ango, qu'est-ce que vous allez apprendre aux gens? On fait l'agriculture depuis qu'on est né. Mais sauf que cette agriculture-là, c'est l'agriculture mode de vie. Je me lève le matin, je prends la machette, il a commencé à pleuvoir, je plante, mais qu'est-ce que ça me rapporte? Je ne fais pas tout ça. Mais si on veut virer agriculture métier, nous devons tous ensemble travailler à l'amont pour donner de la lisibilité à ce métier, pour que les jeunes soient attirés par cette lisibilité, parce qu'ils sont des êtres économiques et rationnels. Ok, merci Pierre Blaise. Gauthier. Merci, donc Gauthier Ricordo de Agronomes et Vétérinaires sans frontières. Moi, je voulais juste réagir un petit peu au témoignage sur l'agriculture contractuelle, en fait, pour dire que ça pouvait être une solution à l'insertion, pour l'insertion des jeunes, en fait. Je voulais juste signaler qu'on a fait une étude assez récemment sur tout un certain nombre de contrats, justement, et de voir un petit peu quels étaient les impacts. On a fait cette étude et c'est publié sur une note de la C2A, la Commission Agriculture Alimentation de Coordination Sud. Donc c'est la note numéro 16 de la C2A, donc on peut retrouver facilement sur Internet. On pose beaucoup de questions. Est-ce que l'agriculture contractuelle renforce vraiment les exploitations familiales? Pas vraiment, parce que ce qui renforce une exploitation familiale, c'est la diversification. Pas forcément, alors qu'une agriculture contractuelle, ça va mener à beaucoup mettre dans le même panier, on va dire. Est-ce que c'est un système inclusif? On se rend compte que dans tous les contrats qu'on a étudiés, finalement, la majorité des petits paysans est exclue, n'a pas accès à ces types de contrats. Est-ce que ça favorise l'inclusion des femmes? On se rend compte que les circuits courts sont beaucoup plus efficaces et performants pour l'inclusion des femmes. Finalement, c'est une forme de salariat, mais sans les avantages comme le salaire minimum ou comme les bénéfices sociaux du salariat.
Et puis de fait, il reste très souvent des relations asymétriques avec une capacité de négociation qui est faible, etc. Je ne vais pas dire tous les points qu'on a soulevés, mais c'est beaucoup de questions, beaucoup. Et je trouve que c'est bien fait. Alors, les recommandations, c'était 2 choses qui vont aller dans le sens de plusieurs témoignages, en disant, en tout cas, il faut absolument des organisations paysannes. En tout cas, si on est dans l'agriculture contractuelle, en tout cas, ça peut s'imaginer qu'avec des organisations paysannes qui vont quand même garantir un peu le respect des intérêts des paysans, faire un petit contre-pouvoir. Mais surtout, il y a aussi beaucoup d'autres alternatives qui existent et qui sont très intéressantes. C'est des entreprises collectives portées par des paysans, ou alors des co-entreprises dans lesquelles les paysans co-dirigent avec des investisseurs ou des entrepreneurs. Il y a un certain nombre de modèles qui existent en Afrique de l'Ouest et qui fonctionnent assez bien. On peut citer les ESOP, par exemple. Et puis, il y a aussi, bien sûr, tous les modèles de développement sur les circuits courts. Voilà. Donc, moi, je vous invite quand même à mesurer un petit peu, à mettre ce témoignage en parallèle avec ce qu'on a pu dire dans cette note. Merci Gauthier sur tout ce questionnement par rapport à l'agriculture contractuelle. Je crois qu'on a... C'est juste, je ne résiste pas à l'envie de donner la parole à une jeune dame qui est en formation pour un témoignage avec son accord. Merci. Moi, je suis Amabisa Oumarou Pauline, jeune exploitant agricole du premier promotion. Et je suis en Afrique, pays Cameroun, région du Nord, département du Maï-Louti, arrondissement de Guidère. Ceux qui connaissent Guidère, je suis à Guidère. Bon, comme témoignage pour nous, les jeunes, je suis née dans une famille qui pratiquait l'agriculture, qui pratique l'agriculture et l'élevage. Et je n'ai jamais aimé l'agriculture et l'élevage. Dans mes idées, comme je faisais l'école, j'avais mis dans ma tête que je voulais travailler dans les bureaux, ou bon, des trucs comme ça. Et puis, par manque de moyens financiers, j'ai arrêté mes études. Et par là-bas, j'ai appris qu'on a lancé un concours sur le domaine de l'agriculture et l'élevage. Bon, je me suis lancée dans ce concours. J'ai passé le concours. Et puis, arrivé à l'école là-bas, j'ai appris beaucoup de choses sur l'agriculture et l'élevage que je n'ai jamais aimé. Et c'est devenu mon ami. Mes amis, alors, comme les activités que je n'ai jamais aimées. Et j'ai alors eu cette technique de conduire cette activité. Donc, j'ai aimé ça. Et après, étant même en formation, on nous donnait 1000 francs pour la ration. On faisait des tontines avec les camarades étant en formation. On était au nombre de 5 dans le groupe de tontines. On faisait l'économie de 5 000 par personne. Et jusqu'à la fin de la formation, on se retrouve qu'on a eu un peu de moyens. Moi, j'ai pensé sur ça que je dis, je fais même quoi avec l'argent? L'idée m'a venue dans la tête que c'est mieux que tu achètes, comme tu es même dans cette activité. J'ai acheté un bœuf. J'ai gardé ça, j'ai dit que ça, c'est la souvenir de AFOP pour la ration. Et après la formation, j'étais libre comme ça au village. Je dis que non, comme je ne faisais rien, je me suis lancée encore à la Sodecoton comme agent technique, agent de suivi de la Sodecoton à Kao. Et puis là-bas, comme j'avais appris à faire des tontines à la formation, on a aussi organisé des tontines dans la famille. J'ai économisé encore l'argent et jusqu'à ce que j'ai acheté un bœuf encore, ça fait 2. Et puis, étant même à l'école, comme j'avais les caprins, quelques têtes de caprins que ma maman m'avait donné, et j'ai élevé cette caprin, je me retrouve maintenant avec 15 têtes de caprins, 10 têtes de poulets villageois, et 2 têtes de moutons. C'est comme ça que j'aime alors cette activité. Merci. Merci beaucoup pour votre témoignage. Non seulement elle sort formée, mais spécialiste de la thésaurisation et de l'investissement.
Merci à tous. Bon, il y a Jean-Bernard, une petite dernière bêtise. Puis... Oui, donc Jean-Bernard David, et j'ai eu l'occasion d'intervenir sur le programme AFOP, et le témoignage de Pauline me donne l'occasion de souligner un point qui m'apparaît important. Et c'est un peu une réponse à peut-être ce qui était dit autrefois, peut-être, ou peut-être encore maintenant. Si tu ne réussis pas à l'école, tu seras agriculteur. C'est-à-dire que l'importance de la formation est prépondérante aussi dans l'attractivité du métier. C'est-à-dire que si on considère que les agriculteurs, d'abord qu'agriculteur, c'est pas un métier, c'est une condition pauvre. Donc il n'y a pas besoin de formation de qualité, ou il n'y a pas besoin de faire des études poussées pour faire ce genre de choses. Eh bien, c'est pas ça qui va effectivement tirer les personnes vers le haut et qui va contribuer justement à donner de la fierté aux personnes qui restent dans l'agriculture. Et je trouve que l'intuition qui avait été faite dans le programme AFOP, qui était de dire, bien sûr, qu'on allait former des futurs agriculteurs, mais surtout qu'il fallait qu'ils aient une formation de qualité. Et donc, s'est posé la question, pour faire une formation de qualité, qui est des enseignants de qualité, des formateurs de qualité. Et en fait, parallèlement, il y a eu tout un travail de rénovation pédagogique, avec des méthodes pédagogiques innovantes pour ces agriculteurs. Et déjà, c'est un motif de fierté. Et le témoignage de Pauline illustre aussi la qualité de ce travail-là. Et je pense que c'est vraiment important aussi qu'il y ait une formation de qualité avec des enseignants de qualité pour les gens qui se destinent à l'agriculture. Oui, je crois que nous aurons l'occasion de revenir demain matin encore plus précisément sur les questions liées à la formation, dans leur lien avec l'insertion. Alors, pardon ? Oui. Et... Bon, je m'excuse de prendre encore du temps comme on est. Bon, je voulais juste dire, après ces derniers échanges, puisque j'ai entendu mon frère camerounais parler d'APA, je pense que ce qui reste constant pour fixer les jeunes au niveau des campagnes, il faut rendre les campagnes attrayantes. Peut-être les réalités ne sont pas les mêmes dans tous les pays. Mais imaginez par exemple chez nous, quand il n'y a pas d'électricité dans le village, le jeune ne peut pas regarder la télé, il ne peut pas charger son téléphone pour appeler. Donc il ne peut pas rester dans le village. Donc il faut rendre les villages attrayants, ça reste constant. Deuxième aspect, il faut que la communication soit améliorée au niveau sur ce point de l'agriculture pour que les gens comprennent qu'être dans l'agriculture, ce n'est pas être dans l'enfer. Je vous donne juste un petit exemple. Peut-être certains d'entre vous connaissent Moussa Paradiallo, le président de la Fédération des organisations paysannes guinéennes, et il est aussi dans l'organisation sous-régionale. C'est un ingénieur agronome déflaté qui est allé s'investir dans l'agriculture. Actuellement, c'est un modèle. Donc en Guinée, il suffit de montrer cet exemple de réussite pour que les jeunes sachent que être dans l'agriculture, ce n'est pas être maudit. Un autre exemple, dans la zone forestière, à Djeké, à côté de la frontière libérienne, il y a une société qui s'appelle Sogipa, qui s'occupe de l'EVA et du palmier à huile. Les paysans qui sont dans la zone, en moyenne par mois, ils ont entre 5 et 15 millions de francs guinéens de revenus. Alors qu'un haut fonctionnaire dans un département ministériel, y compris le secrétaire général du ministère, n'atteint pas 1,5 million par mois. Le paysan a entre 5 et 15 millions. Il y a des paysans qui ont construit des bâtiments à étages à Djeké. Mais pourquoi les gens sont encouragés à être à Djeké? Tout le village est électrifié. Les gens ont des antennes paraboliques, suivent les images comme on le fait ici. Donc savent ce qui se passe ailleurs. Ils n'ont pas besoin de venir s'agglutiner à Conakry. Donc voilà, il faut une bonne communication pour que les gens sachent qu'on peut réussir dans l'agriculture. Donc, ce qui reste constant, il faut rendre les campagnes attrayantes pour que les gens aient envie d'y rester. Sinon, ils ne resteront pas. Merci. Merci, M. Diallo.
Merci. Alors, nous avons vu déjà là dans les échanges, donc bon, un peu impressionniste, donc à la fois les conditions d'installation en agriculture, et puis aussi différents axes de travail des organisations par rapport à cette question. Je voudrais revenir vers Babacar, Sam, pour voir le Collège des jeunes ruraux aujourd'hui du CNCR. Quelles sont les actions en cours? Comment concrètement est-ce que vous travaillez sur cette question? Concrètement, vous faites quoi? Oui, voilà. Donc, vous savez que la question de l'installation, c'est en fait une question récente pour les OP. Au niveau du CNCR, c'est récemment qu'on a commencé à y réfléchir. Et le collège, la mise en place du collège est une première action en fait dans ce sens. Parce que comme on l'a dit tantôt, l'installation, ça dépend de plusieurs conditions. Et parmi ces conditions, il y a également le fait de donner de la valeur même aux jeunes. Et la création de ce collège est une façon de donner cette valeur aux jeunes, de lui permettre de pouvoir prendre la parole, de lui permettre d'occuper des postes de décision. Maintenant, au niveau du collège, au niveau du CNCR, c'est maintenant, cette question a été rétrocédée au niveau du collège. Parce que comme il l'a dit tantôt, si tu fais quelque chose pour moi, sans moi, c'est que tu le fais contre moi. Donc, au lieu que les anciens du CNCR, les leaders, réfléchissent sur la question de l'installation, ils ont dit aux jeunes, maintenant, vous allez vous en charger, vous allez réfléchir sur cette question. Et comme le collège est tout jeune, n'a même pas encore 2 ans, c'est encore un bébé, mais un bébé qui commence à réfléchir. Comment il a fait pour réfléchir sur cette question? On l'a en fait divisé en séquences. Normalement, au départ, c'était même pas l'idée de l'installation qui était dans notre tête, mais on s'était dit qu'on va faire une étude pour voir quels sont les problèmes auxquels sont confrontés les jeunes paysans. Et l'année passée, on avait fait une étude pour mesurer le degré de satisfaction des jeunes et leur motivation à faire de l'agriculture. Et on s'est rendu compte, entre autres, dans les résultats, que la question de l'installation était une question vraiment primordiale, était une question capitale. C'est ça qui était en fait le point saillant de l'étude. Et on a essayé de comprendre pourquoi ça cause problème de s'installer au Sénégal. Et c'est par là qu'on a trouvé que en fait, c'est l'approche de l'installation qui était appliquée dans notre pays qui, selon nous, n'était pas une bonne approche. Parce que, comme je l'ai dit tantôt, c'est souvent on veut tellement créer de l'emploi qu'on ne pense pas à ceux qui sont déjà dans le milieu. Parce qu'on se dit, eux, ils ont déjà de l'emploi. Si on les appuie, il n'y aura pas de chiffres que peut-être les politiciens pourront se vanter par la suite. Ils vont aller chercher des jeunes qui n'ont pas de l'emploi, c'est-à-dire des jeunes qui n'ont jamais pratiqué de l'agriculture ou bien qui sont découragés de l'agriculture et qui l'ont abandonné. Ils les prennent et ils les installent. Comme ça, ils pourront dire maintenant à la fin de l'année, comme bilan, on a installé tant de jeunes. Mais ces tant de jeunes installés, revenez 5 ans après, on va voir. Donc nous, on s'est dit que comme ça c'est un problème, la première action à faire, c'était de le dénoncer. On l'avait dénoncé à travers une campagne de plaidoyer où on rencontrait nos partenaires et les élus. Et c'était à l'occasion de cette tournée de plaidoyer et de lobby qu'on avait rencontré d'ailleurs le FIDA. Je crois que notre lettre les avait bien fait rire parce qu'on avait une lettre, on expliquait un peu les résultats de notre étude et qu'on disait à la fin comme conclusion que voilà ce qui s'opère comme appui à l'installation au Sénégal. Voilà là où on met nos millions, nos milliards et que par la suite il n'y a pas de résultat. Parce qu'on avait dit dans la lettre comme conclusion que c'était bien d'installer de nouveaux jeunes dans le monde agricole, que c'est bien en soi, mais que c'était mieux d'abord d'essayer d'appuyer ceux qui sont déjà dans le milieu, parce que pour nous, c'est la réussite et le bien-être des jeunes qui sont déjà dans le milieu qui va constituer la motivation pour l'auto-installation des autres jeunes. Donc ça, c'était la deuxième étape, c'est-à-dire la dénonciation au niveau des élus, et on leur offrait en guise ce qui était ressorti de notre étude, c'est-à-dire 500 francs. On accrochait à la lettre un billet de 500 francs, c'est-à-dire ce que gagne
le jeune, durant une journée, c'est une journée de labeur d'un jeune qu'on offrait, et que le jeune le sortait volontairement dans sa poche pour l'offrir à ceux qu'on allait voir. C'était une façon de leur montrer que, voilà, c'est ça que gagnent les jeunes. C'est une journée de labeur qu'on t'offre comme ça. Et je crois que c'était une lettre qui avait vraiment marqué. Et cette campagne de plaidoyer aussi nous avait permis de conscientiser les gens. Maintenant, on ne veut pas se limiter à cette campagne de plaidoyer.